Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière rediffusion de l'été. Et oui, la rentrée arrive à grands pas et la semaine prochaine, c'est une nouvelle saison du podcast La Conciergerie avec de nouveaux épisodes tout frais avec des invités de marque. Aujourd'hui, pour cette rediffusion, c'était l'épisode 18 avec Maître Dimitri Boujard, où il nous parle de statut à avoir, micro, entreprise, SAS ou SARL, du code APE à utiliser. Il nous parle également des contrats de conciergerie, mais pas que de conciergerie, et aussi d'assurance pour sa conciergerie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Dimitri, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Vous êtes le spécialiste de la fiscalité pour l'investissement immobilier et là on va parler plus particulièrement de la conciergerie. Est-ce que pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours d'investisseur et votre métier? Oui, bonjour Vanessa, je vous remercie. Donc, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et je suis investisseur immobilier depuis 2000. Donc, ça fait un petit moment que j'investis dans l'immobilier. Sur le parcours d'avocat, je ne vais pas être très long parce que j'ai un cursus un peu classique, on va dire, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en droit bancaire et financier, et puis doublé d'un magistère de droit des activités économiques. Tout ça m'a amené à faire du droit des affaires et puis, quand je suis devenu investisseur immobilier, tout simplement à faire du droit immobilier. Et ces dernières années, à m'intéresser particulièrement à la fiscalité immobilière, puisque c'est quand même l'un des sujets majeurs pour l'investisseur immobilier. Et je peux vous dire qu'entre l'année 2000 et l'année 2023, il s'est passé énormément de choses dans la fiscalité immobilière. Et heureusement d'ailleurs que je ne m'y suis pas intéressé dès le début, sinon je me demande dans quelle mesure ça ne m'aurait pas découragé d'investir dans l'immobilier. Donc voilà, ceci étant, pour l'investissement immobilier à proprement parler, il a bien fallu comme tout le monde débuter. Donc j'ai acheté un premier bien un petit peu par hasard sur la recommandation d'un ami, sans me soucier le moins du monde des problématiques juridiques ou fiscales qui allaient se poser. Donc j'ai fait ça directement en société civile immobilière. Bon, c'est pas forcément ce que je recommande. On peut commencer tout simplement en nom propre. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai acheté divers biens que je loue en nu, en meublé, en direct, via des sociétés civiles immobilières. J'ai une colocation, j'ai une location courte durée déléguée à une conciergerie, figurez-vous. Mmh. Donc ça tombe plutôt bien. Et puis voilà, je vais réinvestir là prochainement, normalement, si tout va bien, je croise les doigts, en 2023 sur de nouvelles locations courte durée. D'accord, donc la location courte durée, vous y connaissez un petit peu justement et on va parler de ce sujet. Vous, dans quel cadre, vous aidez vos clients, en tant qu'avocat? Alors, j'ai plusieurs casquettes, à vrai dire. Il y a quelques années, juste avant l'épisode du Covid, j'avais déjà commencé à faire des rendez-vous à distance avec l'outil informatique, puisque j'avais bien compris que c'était quand même pratique pour pouvoir conseiller des gens à l'autre bout de la France. Moi, je suis en région parisienne et par exemple, pour conseiller des clients qui seraient à Lyon ou à Bordeaux ou à Marseille, ils n'allaient pas venir me voir à mon cabinet. Donc, comme j'avais découvert Zoom, je me suis dit, je vais faire des consultations à distance avec cet outil. Et en plus, je vais faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je vais enregistrer mes consultations juridiques. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je conseille à un investisseur, celui-ci a la possibilité, après l'entretien, de télécharger l'enregistrement vidéo, de le conserver, de le revoir quand il en a besoin, ce qui lui garantit également que j'évite de lui raconter des bêtises, puisqu'il aurait quand même l'enregistrement de mes éventuelles bêtises. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les investisseurs, surtout par le côté humain et relationnel, parce que je vais m'adresser à eux dans un rapport un petit peu d'égal à égal. Certes,
je suis le sachant en termes juridiques et fiscaux, mais je m'adresse à eux en tant qu'investisseur également. Donc, je parle le même langage qu'eux. Donc ça, c'est la première facette de mon travail, le conseil pour investisseurs immobiliers. Et je dois dire que mon activité n'a cessé de croître depuis ces 3 dernières années, avec notamment la popularisation de l'investissement immobilier grâce à Internet. Deuxième casquette, c'est la casquette du créateur de société. Je crée énormément de sociétés pour investisseurs immobiliers. Alors au premier chef, des sociétés civiles immobilières, mais également de plus en plus des sociétés pour pratiquer la sous-location professionnelle et également des sociétés de conciergerie. Donc, vous voyez, tout naturellement, ça me ramène au sujet de la conciergerie. Et enfin, la dernière casquette, c'est celle de chef d'entreprise, puisque j'ai créé un produit, un podcast, le podcast Le droit d'investir, qui est un produit dédié pour les investisseurs immobiliers. Voilà. Alors, très bien. Du coup, on va parler justement de conciergerie. On va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont pour vous les points juridiques sur lesquels il faut faire attention quand on va créer sa conciergerie? Alors, le premier point, c'est qu'est-ce qu'on crée à proprement parler? Est-ce qu'on crée une micro-entreprise ou est-ce qu'on crée une société? Il y a des différences fondamentales entre les deux qui ne sont pas toujours bien comprises par la personne désireuse de créer sa conciergerie. Si on crée une micro-entreprise, donc c'est relativement simple, c'est des formalités réellement simplifiées pour l'immatriculation. Alors même si nous sommes en pleine actualité, maintenant c'est le site de l'INPI, Institut national de la propriété intellectuelle, qui s'occupe des créations d'entreprises au sens large, que ce soit des entreprises en nom propre ou des sociétés. Avant c'était Infogreffe, donc apparemment ils n'ont pas réglé tous les bugs avant de lancer le service. Ceci étant, globalement, la micro-entreprise, c'est simple, c'est en nom propre, et vous serez imposé d'une façon assez intéressante en dessous de certains seuils avec des forfaits d'impôts et de cotisations sociales. C'est adapté pour soit un début d'activité, soit des personnes qui voudraient faire ça, mais un petit peu comme certains utilisent l'expression anglo-saxonne, un side business, donc un petit peu une activité annexe de l'activité principale qui va rester la leur, comme par exemple être salarié, même si j'estime que la conciergerie est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps. Donc dans ce cadre-là, si on a des ambitions limitées ou qu'on veut débuter facilement parce qu'on n'a pas trop de moyens, la micro-entreprise, pourquoi pas. Ensuite, si on veut aller plus loin, à un moment ou un autre, le passage en véritable société, là, ça va être indispensable pour se structurer, voire pour embaucher éventuellement du personnel, pour passer des contrats. Et on aura le choix principalement entre 2 grands types de sociétés, la SARL et la SAS. Donc, société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée. L'objet dans cet épisode de votre podcast n'est pas de développer longuement les différences entre les 2 sociétés. Il faut savoir qu'il y a des déclinaisons pour la personne qui est seule, l'EURL qui est le pendant de la SARL et la SASU qui est le pendant de la SAS. Cela dit, en gros, pour déterminer la forme sociale qu'on va choisir, souvent on va faire des calculs en fonction du souhait de se verser une rémunération régulière mensuelle et éventuellement des dividendes en fin d'année, et au contraire, le souhait de ne pas se verser de rémunération en tant que dirigeant de l'entreprise et plutôt d'opter pour la constitution de cash et d'éventuels dividendes en fin d'année. Et ça, ce sont des questions qui doivent être examinées avec les chiffres. J'ai toujours coutume de dire que l'immobilier, c'est du calcul. Là, c'est pareil. Pour les calculs de charges sociales, de rémunération, d'impôts, ça doit être fait au regard de votre situation personnelle. Et évidemment, vous devez faire ça aussi avec un expert comptable le cas échéant, puisqu'en général, c'est quand même eux qui sont les hommes du chiffre. Vous devez faire ça avec un expert comptable qui s'y connaisse évidemment dans l'investissement immobilier et donc par conséquent dans l'activité de conciergerie. Il faut toujours parler avec un interlocuteur qui comprend bien ce dont vous lui parlez. Si vous prenez un expert comptable lambda qui s'occupe essentiellement d'activités industrielles ou d'activités de prestation de conseil, il comprendra pas forcément bien en quoi consiste votre véritable business de conciergerie. Et ça va être déjà plus compliqué à établir comme rapport et il aura du mal
à vous aider à faire les bons choix. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se posent la question sur le choix du statut, j'ai fait un épisode qui est l'épisode 4 d'ailleurs, sur le choix du statut. Et justement, vous faites bien de le dire, parce que j'explique dedans que ça va dépendre de la rémunération qu'on veut se verser. Oui, 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 bien sûr, toujours au titre des erreurs ou des points juridiques auxquels faire attention, l'un des points majeurs, c'est quand même le type d'activité que vous allez exercer dans votre société. Alors, la conciergerie peut être exercée seule. Vous pouvez avoir une société, par exemple, dont l'objet social est uniquement la conciergerie. La problématique avec la définition de l'objet social de la conciergerie, c'est qu'un numéro APE ou code NAF, enfin je me souviens jamais de la différence entre les deux à vrai dire, mais c'est purement administratif, va vous être attribué par l'INSEE et qu'il n'y a pas vraiment de catégorie prédéterminée pour la conciergerie qui s'occupe d'immobilier. Donc vous pouvez vous retrouver avec des codifications délivrées par l'INSEE qui correspondent pas vraiment à votre activité. J'ai même des clients qui se retrouvent parfois avec une codification en agence immobilière, ce qui est évidemment pas adapté parce que la plupart des conciergeries n'ont pas de carte G. Donc, elles ne sont pas agences immobilières. C'est peut-être votre cas. Voilà, c'est tout à fait mon cas, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, ça peut être gênant parce que on peut pas être classé dans les agences immobilières si on n'est pas agent immobilier normalement. Et donc, il faut faire des démarches auprès de l'INSEE pour tenter de faire modifier son code APE. Okay. Ce qui n'est pas forcément facile. Donc oui, il y a du boulot là-dessus et particulièrement en ce moment, comme je vous le dis, avec le changement de plateforme pour les immatriculations, les formalités juridiques s'en trouvent singulièrement compliquées. Voilà. Donc sur les points juridiques, vraiment lors de la création de la conciergerie, rien que là-dessus, je pourrais vous en donner bien d'autres. Par exemple, si vous êtes associé, prenez soin aussi de bien définir les rapports avec vos associés. Prenez soin d'avoir des objectifs en commun également. Donc il y a énormément de choses à savoir. Ça rejoint plutôt les problématiques générales de création de société. La rédaction des statuts est extrêmement importante. Alors, on peut être tenté de faire ça soi-même avec une Legal Tech. À titre personnel, évidemment, je ne le recommande pas puisque vous aurez zéro conseil avec ce genre de procédé et c'est pas bon de se priver de conseils quand on se lance dans une nouvelle activité. Voilà. Donc, votre conseil, ce serait de faire appel à un avocat et un expert comptable, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Autre question, parlons un peu de contrat, parce que tout le monde parle de contrat entre le client et la conciergerie, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut plusieurs contrats avec plusieurs prestataires ? D'après vous, il faudrait quel type de contrat et combien de contrats ? Alors, oui. Là, c'est aussi un excellent point parce que, sauf erreur de ma part, je crois avoir compris que lorsqu'on passe par un site de réservation type Booking ou Airbnb, en fait, il n'y a pas réellement de contrat établi avec le voyageur. Et il y a certes des conditions générales d'utilisation du site Airbnb, mais ça, il faut que je le vérifie parce que je dois dire que je suis voyageur sur Airbnb et je me suis pas tellement plongé les mains dans le cambouis, si j'ose dire, pour vérifier tout ça en tant que loueur en courte durée, puisque j'ai pris soin de donner ça à une conciergerie. Donc je laisse la conciergerie se débrouiller avec la mise en ligne des annonces, etc. Ça fait partie des services proposés par la quasi-totalité des conciergeries. Mais pour moi, de toute façon, d'un point de vue juridique, il faut avoir un contrat avec le voyageur, en théorie, parce que ça va régler divers points. Et je doute que les conditions générales d'utilisation des plateformes soient suffisantes au regard des exigences de la loi française, même si dans l'immense majorité des cas, on fait 100. Bon, donc ça c'est un premier point. Et en tout état de cause, une conciergerie est en général amenée, à un moment ou un autre de son existence, à créer son propre site de réservation. Et dans ce cadre-là, il est impératif pour vous d'avoir un contrat que vous allez faire signer par voie électronique à vos voyageurs. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Il faudrait faire signer des contrats et d'ailleurs, Airbnb, si je m'étais renseignée, ne font pas de contrat avec les voyageurs. Normalement, on est censé faire un contrat à chaque séjour, oui. Voilà, justement, mais ça, c'est tellement noyé
dans leur flot de conditions générales qui changent aussi régulièrement, qu'il y a très peu de gens qui le savent. Et ça, c'est un vrai problème. Donc pour moi, déjà, le contrat de base, c'est un contrat entre le propriétaire et le voyageur. D'accord ? Parce que vous êtes une conciergerie. Donc, de deux choses l'une. Soit vous avez une carte G, donc une carte de gestion locative. Et là, vous êtes habilité pour représenter le propriétaire. Et vous pourrez même signer un contrat pour son compte, puisque vous avez une carte d'agent immobilier. D'accord ? Soit vous n'avez pas de carte G, donc vous avez une activité pure de prestation de services de conciergerie, et les rapports ne sont plus du tout les mêmes, puisque vous avez avec le propriétaire du logement un contrat de prestation de services sur lequel je vais revenir dans un instant, et le contrat de location à proprement parler doit lui être conclu normalement directement entre le propriétaire et le voyageur, ce qui peut poser des problèmes pratiques, évidemment. D'accord ? Donc, mais ce premier contrat de location en courte durée, vous devez l'avoir quand même quelque part, ne serait-ce que pour le fournir à vos clients. Parce que votre propriétaire, lui, s'il s'adresse à une conciergerie, il s'attend peut-être pas à devoir avoir un contrat de location courte durée. Donc ça, c'est le premier contrat. Ok, donc dans un premier temps, le contrat entre voyageurs. Voilà, tout à fait. Deuxième type de contrat avec les prestataires. Donc là, c'est des contrats entre votre conciergerie et vos prestataires de services. Parce qu'il est assez rare que le dirigeant de la conciergerie fasse tout lui-même. Alors au début, certes, pour commencer. Après, par exemple, il va passer des contrats de prestation de services avec un auto-entrepreneur, enfin un micro-entrepreneur, par exemple, pour le ménage. Il y a certaines femmes de ménage qui sont à leur compte, et donc c'est de la micro-entreprise dans ce genre de cas. Et il faudra passer un contrat de prestation de service. On peut avoir des contrats aussi avec des partenaires, passer un petit contrat sur de l'apport des commissions en fonction de l'apport d'affaires qui serait fait pour des prestations annexes. Vous pourriez avoir un contrat avec une petite société de taxi ou un indépendant pour aller chercher les voyageurs à l'aéroport, par exemple. Et là, il faudrait, à mon avis, contractualiser ça, même si ça porte pas sur des grandes sommes. Donc, on peut avoir en réalité plusieurs contrats, tant avec les prestataires qu'avec des partenaires. On entend souvent dire qu'il ne faut pas faire de contrat avec des prestataires en auto-entreprise parce qu'ils sont en auto-entreprise et qu'il n'y a pas de contrat qui les lie à la conciergerie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, je pense que c'est une bêtise, puisque quelqu'un qui est en micro-entreprise a quand même une entreprise à proprement parler. Donc, dès là, sur le contrat, c'est une excellente réflexion de votre part. En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils font du droit en permanence. Imaginez, vous allez acheter une baguette chez votre boulanger. J'adore cette image parce qu'elle est très simple à comprendre. Donc, le boulanger, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous vend une baguette, il vous la donne pas. Il vous la vend et vous la payez. Même si vous lui donnez 1,20 € ou 1,30 € en pièces, vous avez passé un contrat. Vous avez acheté une baguette et vous avez payé le prix de la baguette. Et le boulanger, il a passé un contrat de vente et il vous a vendu la baguette, il vous a encaissé le prix. Donc c'est un contrat extrêmement simple, mais c'est quand même un contrat. Donc vous comprenez bien que si vous employez une micro-entreprise pour effectuer des prestations, par exemple de sous-traitance sur le ménage, il va quand même falloir pour moi passer un contrat. Alors ça sera pas un contrat de 15 pages, ça sera un contrat de 2 ou 3 pages, mais par exemple, ça va régler les conditions dans lesquelles l'homme de ménage ou la femme de ménage va venir effectuer le ménage. Sinon, comment est-ce que vous allez comment est-ce que vous allez imposer le fait, par exemple, que comme les voyageurs doivent partir à 12 heures, le ménage doit être réalisé entre 13 heures et 14 heures, par exemple, date d'arrivée des prochains voyageurs. Il faut bien l'écrire quelque part. Hein. Vous allez l'écrire dans un mail qui va être perdu, que la personne ne retrouvera pas, et ensuite, de mauvaise foi, vous dira « Ah non, mais moi, vous m'avez jamais dit ça. Allez le prouver que vous aviez défini ça. » Il faut le contractualiser, c'est une source de sécurité juridique pour moi. Donc ça,
D'accord, Vous oui. pouvez, enfin, cette croyance est une mauvaise idée. OK. Oui, dans le cadre de se protéger, en fait. Oui, oui, oui. Et puis c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, à vrai dire. D'accord? Donc C'est maintenant, ça. passons, si vous le voulez bien, peut-être au contrat qui est pour moi le plus important. C'est le contrat de conciergerie à proprement parler. Eh oui, c'est le plus important. Oui, oui, oui. En plus, alors, moi, je rédige tout type de contrat dès lors que c'est lié à l'immobilier ou connexe à l'immobilier. Mais effectivement, on me réclame quand même beaucoup moins souvent un contrat de prestation de service de 2-3 pages pour lier la conciergerie à une personne qui fait le ménage que le contrat de conciergerie à proprement parler, puisque c'est la pierre angulaire de votre activité commerciale. D'accord? Oui, la conciergerie, c'est bien une activité commerciale pour le coup. Donc, ce contrat de conciergerie, alors je vois de tout sur les contrats de conciergerie. On m'en a soumis, un certain nombre, et moi-même, j'en ai rédigé un, puisque je me suis aperçu que la plupart des contrats de conciergerie étaient mal rédigés, ne sécurisaient ni le propriétaire du bien, ni en réalité la conciergerie. Et je vais vous donner un exemple. Il faut juste que je prenne le document sur lequel j'ai rédigé l'exemple. D'accord? Enfin, je vais vous donner plutôt une référence juridique. J'ai pas coutume de citer des articles dans mes vidéos ou les podcasts, mais là, c'est un article extrêmement important et ça va être tout à fait pratique pour beaucoup de concierges, à mon avis, qui vont écouter cet épisode et qui ne connaissent pas ces dispositions. Je prends le papier et je vous dis ça tout de suite. Et voilà, ce qui est pratique avec le podcast, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc, moi, j'ai rédigé un contrat de prestation de service de conciergerie. Je vais revenir évidemment sur ce contrat quelques instants et vous dire en quoi il est spécifique. Mais ce que je voulais vous partager et ce qui est extrêmement important pour tout le monde, c'est l'article L215-1 du Code de la consommation. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie s'ils n'ont pas recodifié cet article, parce que ça, c'est une manie bien française de changer en permanence la législation. Pourquoi j'attire votre attention sur cet article, qui a seulement quelques années, il faut le dire, enfin peut-être 6 ou 8 ans maintenant, je ne sais plus exactement. Eh bien, cet article nous dit la chose suivante. Pour les contrats de prestation de service, donc un contrat de conciergerie, typiquement, c'est un contrat de prestation de service, conclu pour une durée déterminée, avec une clause de reconduction tacite, ce qui peut être le cas des contrats de conciergerie. Vous allez dire à votre client, écoutez, on commence par 1 an, et puis si vous êtes satisfait, le contrat se renouvellera tous les ans pour une nouvelle durée d'1 an. Et dans la version de mon contrat, sur la durée, en fait, je prévois 2 possibilités. Donc, si c'est le cas, le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit. Donc, votre propriétaire, c'est qui? Si c'est un particulier, ce qui est le cas le plus souvent, il est considéré comme un consommateur. Donc, informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, etc., etc. Cette information délivrée dans des termes clairs et compréhensibles mentionne dans un encadré la date limite de non-reconduction, etc., etc. Et attention, en fait, cet article doit être reproduit dans les contrats, en fait, de façon à informer le propriétaire du droit qu'il a de dénoncer le contrat. En fait, on a mis ça en place pourquoi? Parce que si vous avez souscrit des abonnements, vous avez dû parfois vous dire « Zut, ça y est, je suis reparti pour 1 an, j'ai oublié de résilier mon contrat. » Et effectivement, dans les conditions, si on a oublié de résilier et que ça repart pour 1 an, ça repart pour 1 an, c'est trop tard. Et pour aider le consommateur, maintenant qu'on a une multitude de services, notamment sur Internet, à résilier le contrat, on a inséré cette clause dans le contrat. Ok. Et ça, il y a beaucoup de contrats de conciergerie qui ne contiennent absolument pas ces dispositions, par exemple. Et ça vous met en danger, parce que quand on respecte pas le code de la consommation, eh bien, il y a des peines d'amende qui peuvent être prononcées. Ah oui, ok. Ok. Donc, vous voyez, rien que pour ça, il faut bien vous interroger sur le type de contrat que vous passez. Et un contrat, ça s'improvise pas. Alors,
pourquoi ça s'improvise pas? Ça s'improvise d'autant moins que vous êtes dans une activité alors qui se développe. On en parlait l'autre fois ensemble, Vanessa. J'avais lu le chiffre de 3000 sociétés de conciergerie. Et en France, il y a aussi plus de 30 000 agences immobilières. Or, les agences immobilières ne voient pas toujours d'un très bon œil l'activité de prestation de services de conciergerie. Elles ont tendance à penser que c'est une sorte de concurrence déloyale, ce qui est faux encore une fois, puisque la conciergerie ne dispose pas des mêmes prérogatives. Elle n'encaisse pas le loyer pour le compte des clients, elle ne gère pas les dépôts de garantie, elle ne conclut pas le contrat pour le compte du propriétaire et elle ne le représente en aucune façon. D'ailleurs, dans mon contrat, il est précisé expressément non soumis à la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Donc ce n'est pas un contrat d'agent immobilier, mon contrat de prestation de services de conciergerie. Et je le martèle à plusieurs reprises dans le contrat pour éviter un risque de requalification. Parce que ça, c'est l'autre piège de l'activité. Il ne s'agirait pas qu'on vous poursuive pour l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier. D'accord? Et ça, c'est très important. L'exercice illégal de la... problème de carte G, ouais. Voilà, l'absence de carte G vous exposerait à des poursuites si, en pratique, vous aviez une activité d'agent immobilier. Attention, ce sont des poursuites pénales. Donc, il y a des sanctions devant le tribunal correctionnel. Donc là encore, il est extrêmement important de bien border juridiquement votre activité. Et un autre petit conseil que je vous donne, vous qui nous écoutez et qui avez peut-être aussi, du moins, je vous le souhaite, un site dédié à votre activité, un site internet, essayez, dans la mesure du possible, de bannir le terme gestion locative de vos sites internet. Qui fait de la gestion locative? Les agents immobiliers. Vous ne pouvez pas faire de gestion. Pour être tout à fait honnête, comme d'habitude, on a des définitions parfois un peu floues des activités exercées par les agents immobiliers. La représentation, c'est clair. L'entremise, c'est clair. J'écoutais un de vos épisodes avec intérêt, je crois, dans lequel vous parliez des annonces. Oui, c'est un petit peu borderline. Est-ce qu'on peut mettre les annonces et les photos des biens des propriétaires sur son site internet? Ça va dépendre de la façon dont est rédigé le site internet, dont sont rédigées les conditions générales d'utilisation et ou de vente du site internet. Et là, j'attire votre attention sur un nouvel écueil. J'ai plusieurs clients pour qui j'ai créé des conciergeries. Donc, je crée la société. J'en profite pour leur vendre mon contrat de conciergerie. Alors, je fais un package. Quand je crée une société de conciergerie et que je vends mon contrat, je fais une remise sur le tout. D'accord. Moi, j'ai pas de problème avec les tarifs. Vous me poserez peut-être la question des tarifs. En tout état de cause, ils sont indiqués noir sur blanc sur mon propre site internet d'avocat. On en reparlera tout à l'heure. Oui, on en reparlera. Mais j'attire votre attention sur le fait que la création de la conciergerie s'arrête pas à la création de la société et au contrat, puisque après, j'ai eu la surprise l'autre fois d'aller sur le site d'un de mes clients et puis je me suis aperçu que il y avait pas de mention légale, pas de politique de confidentialité et pas de conditions générales d'utilisation. Ça, c'est une catastrophe. Tout site internet, même si c'est pas un site marchand, donc par lequel on ne vend rien, tout site internet doit avoir au minimum des mentions légales. C'est indispensable. Donc, à défaut de quoi, là encore, vous exposez à des sanctions. Alors, il m'est arrivé d'en rédiger, très sincèrement, c'est une prestation que je propose tout à fait occasionnellement, j'ai plus tellement le temps, mais le cas échéant, si vous le souhaitez, je peux fournir le contact d'une avocate qui est spécialisée en propriété intellectuelle et qui va pouvoir concocter des conditions générales d'utilisation, etc., sur mesure. Parce qu'en fait, l'avocat, dans ce cas précis, il a un rôle extrêmement important. Il va mettre en musique juridique vos souhaits en tant que client. Donc vous allez lui dire, moi j'ai besoin que mon tarif soit ça, que ça soit payable de telle façon, etc. Et c'est possible ou pas? Et l'avocat, lui, il va rédiger ça d'une façon à ce que ça tienne la route juridiquement. Le client va dire aussi, je veux que ça soit résiliable de telle ou telle façon et je veux que ça soit plus facile pour moi que pour le client, etc. Et on va vous dire si on peut le faire et si oui, on va vous le traduire en termes juridiques. Donc là encore, un autre conseil que je vous donne, n'allez pas faire des copier-coller chez vos concurrents.
c'est une catastrophe, d'accord? Et encore moins sur des sites quelconques dont l'activité n'a aucun rapport avec la vôtre. On se retrouve avec des sites de conciergerie dans lesquels on lit des choses sur le retour de marchandises dans un délai de 30 jours ou ce genre de choses. Je me dis, qu'est-ce que la conciergerie a bien pu expédier comme marchandise? Oui. C'est assez amusant parfois, je te dis. D'accord, ça fait beaucoup de points. Voilà, il faut pas hésiter à me couper, hein, Vanessa, parce que je suis très bavard. Non, non, mais c'est très intéressant. Ça fait beaucoup de choses, quoi, à gérer sur tout ce qui est juridique. Mais c'est bien déjà, on a un bon aperçu. On peut peut-être revenir du coup sur le contrat, parce que c'est ce qui va intéresser le plus nos auditeurs aujourd'hui, sur le contrat de prestation entre le propriétaire et Oui. la conciergerie. Donc du coup, par exemple, si quelqu'un veut créer sa conciergerie ou qu'il l'a déjà créée, est-ce que vous avez la possibilité de faire que le contrat, par exemple? Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai rédigé ce contrat, donc c'est un contrat tout à fait spécifique. Pour l'instant, j'ai que des bons retours, pourvu que ça dure, évidemment. Il fait une douzaine de pages, il y a quelques annexes. Surtout, à chaque fois. Alors, le prix est simple, hein. Moi, je vends mon contrat de conciergerie 700 € TTC. Évidemment, c'est une charge déductible pour votre société de conciergerie. Ouais. Mais en tout état de cause, dès que je vends un contrat où je propose une prestation, il y a un rendez-vous Zoom avec moi de 40 minutes sur le contrat pour le regarder ensemble et que je vous explique son fonctionnement, ce que vous pouvez modifier ou ce que vous ne devez pas modifier. Ça, c'est extrêmement important. Et dans certains cas, peut y avoir une petite prestation supplémentaire si vous avez besoin que je fasse des adaptations personnalisées. Mais je ne vends jamais mon contrat de conciergerie sans faire au minimum un rendez-vous Zoom qui est inclus dans ce tarif que je vous ai énoncé, parce que c'est via Zoom que je vais pouvoir bien comprendre l'activité de la personne qui a besoin de mon contrat et surtout bien lui expliquer comment ça s'articule. Là, par exemple, j'ai été amené à faire une prestation pour quelqu'un qui a utilisé mon contrat de conciergerie parce que dans le contrat de conciergerie, il est destiné à régler les rapports que vous avez avec un propriétaire qui fait de la location courte durée. Donc, mon contrat de conciergerie fait référence à de multiples reprises à la location courte durée, qui est une activité quand même très particulière. On n'a pas le temps de développer tous les points de la LCD, mais il faut faire attention aux problématiques de changement d'usage dans les grandes villes, aux problématiques de règlement de copropriété, le cas échéant. Donc, il y a énormément de choses à savoir là-dessus aussi. Et ça a un impact, évidemment. Il y a des interactions entre les problématiques de location courte durée qui sont rencontrés par le propriétaire et qui vont rejaillir sur la rédaction du contrat de conciergerie. Et donc, j'ai été amené à faire des modifications parce qu'il s'avère, et ça je vous le donne aussi, hein, c'est quelque chose d'assez récent, il y a des petits malins qui se sont dit, bon bah j'ai des problèmes pour louer plus que des quotas de jours dans certaines villes, Oui. 120 jours sur la résidence principale par exemple, ou j'ai du changement d'usage, et certaines personnes utilisent le bail mobilité pour faire des locations de moyenne durée. Le bail mobilité, c'est un contrat de 1 à 10 mois avec des spécificités vraiment toutes particulières, notamment sur le fait que le locataire doit répondre à certains critères. Et du coup, on m'a demandé de rédiger un contrat de prestation de service de conciergerie qui puisse servir dans les rapports avec un propriétaire qui louerait à la fois via de la location courte durée, mais également sur certaines périodes via du bail mobilité. Donc, on peut l'adapter, mais là, encore une fois, ça va être du cas par cas. D'accord ? Okay. Donc, ce contrat, vous avez un contrat qui sert au plus grand nombre et le cas échéant, il y a des adaptations à effectuer. Par exemple, c'est pas le cas le plus fréquent, mais si vous avez la charge en conciergerie d'une villa avec piscine, il est possible d'ajouter, pour garantir votre responsabilité, et là c'est peut-être l'intro de la prochaine question, il est possible d'ajouter une clause disant que le propriétaire déclare avoir fait le nécessaire pour sécuriser la piscine et que celle-ci soit aux normes exigées par la législation en vigueur. D'accord, oui, ça c'est intéressant, effectivement. Et ben d'ailleurs, on va enchaîner sur cette question qui rejoint votre réponse. On a parlé de contrat, mais quels sont les autres aspects juridiques pour protéger sa conciergerie ? Eh bien là clairement, hein, c'est une activité professionnelle, donc vous devez avoir une assurance responsabilité civile professionnelle, tout simplement. Vous allez conclure
un contrat, vous allez vous assurer pour votre activité. Et d'ailleurs, l'article 13 de mon contrat, il y a des développements dans cet article 13 sur les assurances et la responsabilité. Vous, en tant que concierge, vous êtes tenu à une obligation de moyens au titre de la fourniture des services. Vous déclarez avoir contracté une assurance couvrant les risques propres à votre activité. Là encore, il faut de préférence un assureur qui comprend bien ce que vous faites, évidemment. D'accord. Donc, chaque partie est responsable vis-à-vis de l'autre de tout dommage direct qu'elle lui causerait, etc. Donc, les questions de responsabilité entre le propriétaire et le concierge sont réglées par le contrat. Les questions de responsabilité civile professionnelle sont réglées par un contrat d'assurance. Et disons que c'est pas ce qui pose le plus de problèmes aux assureurs. En général, ils ont beaucoup plus de problèmes sur les prestations de sous-location immobilière, qui est une activité encore plus spécifique que la conciergerie. Et là, ça va être assez facilement réglé. En revanche, toujours en termes de responsabilité, j'attire votre attention sur un point bien particulier qui concerne la location courte durée. Votre propriétaire, s'il fait de la location courte durée, n'a pas forcément besoin de faire réaliser les diagnostics techniques obligatoires, puisque ceux-ci ne sont obligatoires que lorsqu'on loue un logement régi par la loi de 1989 sur les baux d'habitation. Or, la location courte durée n'est pas une location d'habitation, mais une location en meublé de tourisme. Donc, en théorie, on n'a pas à faire réaliser les diagnostics techniques obligatoires. Très clairement, en plus, là, vous avez un contrat de prestation de service et non un contrat de bail. Effectivement, votre rapport avec le propriétaire, c'est pas un bail, c'est un contrat de prestation de service. Néanmoins, je prévois dans mon contrat, même si c'est un article dont j'indique qu'il est optionnel, je prévois la chose suivante. En considération des impératifs de décence et de sécurité, le propriétaire confirme avoir fait réaliser les diagnostics obligatoires habituellement prévus pour la location d'habitation. Et je précise également que ces diagnostics, alors quand on a une version qui inclut des possibilités de location en bail mobilité, que ces diagnostics sont remis au locataire titulaire d'un bail mobilité. Là, c'est vraiment obligatoire. Mais en tout état de cause, moi, je vous conseille de dire au propriétaire, est-ce que vous avez réalisé tous les diagnostics? Pourquoi? Imaginez que vous soyez en charge de la conciergerie et puis il y a un accident dans le logement parce que quelque chose n'était pas aux normes. Une prise électrique qui serait située trop près du lavabo, par exemple. Et là, l'installation intérieure d'électricité devrait vous le dire. Il ne s'agit pas que votre responsabilité soit mise en cause. Alors, par le voyageur, c'est peu probable puisque vous n'avez pas de lien de droit avec le voyageur. Mais le propriétaire pourrait vous dire, mais attendez, moi je m'occupe de rien, c'est vous qui faites la location. Vous aurez beau lui dire, mais attention, moi je suis pas agent immobilier, j'ai pas de mandat de gestion de votre part. Le propriétaire vous dira, oui, mais c'est vous qui vous occupez, vous me fournissez des prestations de service. Vous auriez pu me le dire qu'il y avait un problème avec la prise électrique mal fixée ou trop près du lavabo, ce genre de choses. Là, ça va être embêtant. Tandis qu'au moins, si vous avez informer le propriétaire et que celui-ci a bien fait les diagnostics, ça vous évitera de vous occuper, entre guillemets, d'un logement qui serait pas aux normes. D'accord? Donc, je vous incite vivement, en termes de responsabilité, à exiger de l'ensemble des propriétaires qu'ils fassent réaliser les diagnostics obligatoires, quand bien même c'est de la location courte durée et que ceci ne serait en théorie pas obligatoire. D'accord, ok. Là, ça fait beaucoup de choses. On ne pense pas suffisamment à tout ça, mais c'est important. Ouais, ça fait beaucoup de choses à penser. Oui, ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. C'est vrai que les diagnostics, on n'y pense pas du tout. Oui. Merci de l'avoir mentionné. Avec plaisir. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter? Toujours sur les questions de responsabilité. Oui. Oh, écoutez, je vais regarder, mais ce sont des domaines quand même qui sont malheureusement, je dois le dire à mon grand regret, ça, une petite anecdote, on pense souvent que les avocats se réjouissent de la complexité de la loi, c'est une fausse idée. En réalité, moi, je m'en désole. Pourquoi? Parce que si je passais moins de temps à essayer de comprendre tout ce qu'on veut nous imposer, à essayer d'éviter des grosses erreurs à mes clients, on passerait beaucoup plus de temps à créer de l'activité, des sociétés, des nouveaux contrats, etc. Donc, toute la déperdition d'énergie juste pour essayer de respecter la loi, c'est autant d'énergie qui n'est pas passée à créer de la valeur et du service. Et j'espère que les personnes comprennent bien pourquoi, justement,
les avocats, en tout cas moi je fais partie de la catégorie de ceux qui ne se réjouissent absolument pas, au contraire, et qui hurlent quand ils voient arriver de nouvelles dispositions qui vont s'empiler sur les précédentes. Je trouve ça absolument horrible. Je referme cette petite parenthèse, mais en toute hypothèse... J'ai une question qui me vient. Oui, allez-y, je vous en prie. J'ai une question qui me vient. Quand on prend en gestion, même si on ne doit pas dire ça, un nouveau logement et qu'on fait signer notre contrat au propriétaire, est-ce qu'on ne doit pas s'assurer que c'est bien le propriétaire, justement? Et si oui, comment faire? Ah oui, alors ça justement, je crois que il me semble que j'ai prévu quelque part de demander, enfin que vous prévoyez de vous assurer que c'est bien le propriétaire en demandant soit le dernier avis de taxe foncière, soit l'attestation de propriété qui est remis lors de chaque achat immobilier. Mais en tout cas, je vous invite à le faire. Peut-être qu'on va finir sur ça. Et si jamais il y avait d'autres questions, peut-être qu'il y aurait une version 2, on verra par la suite. Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre podcast également? Oui, bien sûr. Alors, déjà, pour les personnes qui veulent plus généralement obtenir de l'information juridique qui vous est délivrée par un avocat, donc ça vous évitera de perdre beaucoup de temps, vous pouvez tout simplement aller voir ma chaîne YouTube. Il y a déjà bientôt une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle l'avocat investisseur, donc c'est assez simple à retenir et à retrouver surtout. Ça, c'est le premier média. Vous pouvez aussi tout simplement intégrer mon groupe juridique sur Facebook, Jurissimo Invest. Alors, toujours quelques petites précisions sur le groupe. Déjà, pour pouvoir l'intégrer, on vous demande de répondre à 3 questions. Donc, votre prénom, votre adresse mail et votre plus grosse difficulté dans l'investissement immobilier. L'adresse mail, je vous la demande parce que je serai amené à vous envoyer des courriels. Je comprends très bien que vous n'ayez pas envie qu'on vous envoie des courriels et que vous refusiez de donner votre adresse. Après, si vous refusez, c'est paramétré pour que vous ne soyez pas admis. Donc là-dessus, j'ai aucune difficulté. Moi, je préfère être clair et net. C'est un groupe gratuit. Je l'administre, je passe du temps dessus. Il y a d'autres modérateurs qui ont un bon niveau. Il y a mon expert comptable que je tag régulièrement. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la location courte durée comme Élise Ripoche, comme Jean-Christophe Griselin. Donc, il y a aussi d'autres avocats et mon avocate en droit de la propriété intellectuelle, une avocate sur les baux commerciaux. Et j'ai enfin des modérateurs tout à fait sympathiques qui répondent bénévolement à pas mal de questions. Donc tout ça, ça prend du temps, de l'énergie. Et j'estime que répondre à 3 petites questions et accepter les règles du groupe pour bénéficier de tout ça, finalement, c'est quand même pas super contraignant. Vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez sur Instagram, donc l'avocat investisseur. Et enfin, je commercialise depuis quelques mois Le droit d'investir, qui est un podcast, alors pour le coup payant, sur abonnement. Donc vous le retrouverez pas sur les plateformes habituelles. C'est un épisode d'une fois par semaine ou tous les 10 jours. Je suis pas encore super régulier là-dessus, soyons clairs, mea culpa. Mais en toute hypothèse, c'est un focus sur un point pour investisseur IMO. Alors investisseur au sens large, parce que j'ai fait des épisodes sur, par exemple, comment s'articule la location courte durée en copropriété par rapport aux énonciations du règlement de copropriété. Gros sujet et gros point d'achoppement pour beaucoup de loueurs en courte durée. Et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo d'1 heure sur la location courte durée n'est pas une activité commerciale. Ça va surprendre certains d'entre vous, mais vous pouvez aller voir ça. Donc, un focus sur un point pour investisseurs, 3 points d'actualité. Donc, le droit d'investir, c'est aussi couplé à une plateforme de contenu additionnel avec des vidéos juridiquement argumentées, avec des modèles de documents. Alors, il y a du contenu que je vais rajouter en permanence, avec des interviews aussi de personnes sur des sujets un peu pointus, avec beaucoup de valeur ajoutée, avec des contacts de partenaires, de prestataires très précieux, et avec un coaching commun de 2 heures par mois, chaque mois en Zoom, en live avec moi. Sur Internet, on trouve énormément d'informations. Le problème, c'est la fiabilité de l'information. Et je lis sans arrêt des énormités et des contresens, voire même de ce que j'appelle les fausses bonnes idées, qui vont vous coûter des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. Et parfois, vous allez passer tout simplement des heures sur Internet sans trouver de réponse. Ben voilà,
moi je vous donne la solution, vous abonnez au droit d'investir et en un temps record, vous aurez la bonne info et surtout, vous aurez l'information qui est certifiée. C'est moi qui vous la délivre. Alors, l'exemple emblématique, c'est la question, suis-je LMNP ou suis-je LMP? Et si je fais de la location courte durée, à quel moment dois-je m'inscrire à l'URSSAF? Et vous voyez, vos clients vont vous poser parfois ce genre de questions. Attention, dernière petite mise en garde, vous êtes une société de conciergerie, vous n'êtes pas une société de services juridiques. Donc, ne délivrez pas du conseil fiscal ou juridique à vos clients, même si vous le demandez. Parce que si après il y a un problème, ne vous inquiétez pas, ils viendront vous le reprocher. En tout cas, c'était un vrai plaisir cet entretien. Merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser à Maître Dimitri Bouchard, n'hésitez pas à le contacter directement. Eh bien, merci en tout cas, Dimitri. Et puis, Merci Vanessa de m'avoir invité. Je suis d'autant plus ravi que, comme je le disais pour conclure, j'ai moi-même confié mon appartement en location courte durée à une conciergerie dans le sud de la France. Et je dois dire que si vous faites bien les choses, je pense que c'est une activité qui est promise à un bel avenir. merci pour ce mot de la fin. Au revoir. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!